Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence virtuelle, ce débat qu'on va pouvoir avoir avec une partie des auteurs de l'ouvrage Géographie des animaux. Alors moi, je suis Xavier Leroux, je suis professeur des écoles à Tourcoing, géographe à mes heures perdues. Chez les Cléonautes, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas les Cléonautes, hein, qui nous auraient rejoints par GeoTamTam, par l'intermédiaire des auteurs directement, ou par, je ne sais, par Géoconfluence aussi, j'ai vu, ou par je ne sais quel autre canal. Donc les Cléonautes, on est une association d'enseignants d'histoire, géographie, EMC qui regroupe les trois ordres, hein, les trois niveaux, le premier, le second degré et le supérieur, mais le cœur de cible, c'est le second degré, en fait, hein. On a énormément d'enseignants de collège, de lycée, donc qui mutualisent des séances, des séquences, des ressources, des comptes rendus de conférences, de cinéma, de films, de reportages, etc., etc. Et on a une branche qui s'appelle la Cliothèque, qui a pour mission de faire des comptes rendus d'ouvrages. Alors là, on est en lien, si vous voulez, avec les éditeurs. Alors c'est un partenariat qui fonctionne bien et qui est gagnant-gagnant, en fait, entre enfin, trois catégories de gens, hein. C'est-à-dire nous, les lecteurs, les éditeurs, les auteurs. Donc on reçoit, si vous voulez, les annonces de parution à venir, hein, des services de presse possibles. On propose à nos adhérents des titres et puis ceux qui sont intéressés se manifestent pour recevoir un ouvrage en service de presse, en échange de quoi le rédacteur fait un compte-rendu qui est mis en ligne assez vite. Donc l'éditeur, il trouve son intérêt puisque ça fait une publicité pour le livre quasiment au moment de sa sortie, puisqu'on le reçoit un peu avant. Le lecteur, il trouve du contenu, des ressources, hein, pour bâtir un enseignement voilà, de manière très large. Et l'auteur, à qui on relaye le compte-rendu, généralement, il est très content de voir, le ou les auteurs, hein, bien sûr, de voir que le livre a été lu, qu'il a été compris et qu'il a toute une vertu pour en faire quelque chose d'enseignable. Donc voilà ce qu'on fait depuis très longue date et depuis peu, on prolonge l'expérience avec ces conférences virtuelles, c'est-à-dire qu'on a dans toute la masse de bouquins qui sont chroniqués des petits coups de cœur de temps en temps et on veut aller plus loin avec un échange avec les auteurs qui peut passer comme ça par un temps d'exposé mélangé avec des questions et qui permet justement à plus de monde d'en profiter pour ceux qui n'auraient pas lu le compte-rendu ou pour ceux qui l'ont lu et qui veulent aller plus loin. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on fait ces interventions. Alors là, on traite d'un ouvrage très frais qui est paru donc chez Armand Collin dans la collection U, hein, donc la fameuse collection, hein, voilà, qui connaît des classiques, Bailly, Ferrat sur l'épistémo, Bavoux, voilà, ou encore un récent de Philippe Sierra aussi justement sur la géographie, concept, savoir, enseignement. Et depuis peu, en fait, le U, faut vraiment aller le chercher puisqu'il y a une photo en fait, hein, et on est sur cet ouvrage qui est écrit donc par quatre personnes. Donc on en a pour l'instant deux et normalement un troisième. Donc on a Philippe Sierra qui est ici et Farid Benamou. On a Maï Girardot qui est souffrante, hein, mais on lui souhaite des souhaits justement de bon rétablissement. À Guillaume Marchand, si, pardon, voilà, je vois. Donc voilà, on est à trois sur les quatre, donc c'est très bien. Et voilà. Donc, l'ouvrage, il est sur environ 300 pages, 7 chapitres. Je vais bientôt laisser la parole aux auteurs, hein, pour qu'ils puissent eux-mêmes le détailler. Alors voilà, je vous propose de fonctionner comme ça. Moi, j'avais à peu près organisé un petit temps d'échange de 5 questions que j'avais prévues moi-même. Les auteurs pourront répondre avec ou sans partage d'écran selon les besoins de montrer des illustrations. Et puis après, on prend en parallèle, je remercie Maud pour cette tâche des questions de vous qui voudraient comme ça poser les questions sur un temps un petit peu ultérieur. Voilà. Donc en fait, trois de nos auteurs, là, Philippe Sierra, professeur en classe préparatoire à Toulouse et chercheur au laboratoire ruralité de Poitiers, Farid Benamou, qui est également professeur en prépa, mais sur Poitiers, et chercheur associé au même laboratoire,
Maïe Girardot, qui est aussi en prépa et associé à ce même labo, et Guillaume Marchand sur en tout cas sur la version de la couverture, qui est consultant pour une société qui s'appelle Acodis et qui a été enseignant-chercheur à l'université de l'Amazonas au Brésil. Voilà. Alors, la première question que je vous pose, et pour vous donner la parole rapidement, c'est qu'on a un collectif comme ça de quatre auteurs qui ont pour statut, le statut d'enseignant dans les classes prépa et qui font de la recherche de manière associée. Donc, on n'a pas, alors Guillaume Marchand pourra peut-être nuancer, mais on n'est pas sur les enseignants-chercheurs avec le tiret classique, maître de conférence ou professeurs, et donc qui seraient tenus d'avoir comme ça des comptes à rendre, entre guillemets, à un labo avec des thématiques imposées. Donc, euh, la question, c'est un peu ça, c'est finalement un petit peu bah, la jeunesse de votre rencontre, de votre projet et peut-être le vent de liberté, si on peut dire, que vous avez eu à pouvoir faire un livre comme ça qui ne répondait pas à des injonctions. Alors après, voilà, la relation avec l'éditeur, est-ce que voilà, il y avait des contraintes de format, de chapitrage, etc. Donc voilà, je vous laisse un peu la parole peut-être pour présenter un peu plus librement Hmm. votre, votre ouvrage. Merci. Oui, merci. Philippe, je peux commencer? Vas-y, bien sûr. Ah, bon, bien sûr, cher ami. Bah déjà, c'est vrai qu'on est quatre. Déjà, on est quatre amis. Guillaume et moi, on a travaillé, on a fait nos travaux de thèse sur des questions de géographie animale. Moi, c'était vraiment central. Avec Philippe et Maï, bon, on s'est rencontrés au jury de CAPES. Après, vous compléterez, hein. Eh bien, ils sont venus sur ces terrains-là parce que on trouvait que c'était des questions qui étaient bien sûr très, très géographiques et il manquait un manuel de référence. Autant moi, j'avais fait beaucoup de travaux de recherche sur ces questions-là. Moi, je suis spécialiste des questions de coexistence, de cohabitation avec les grands carnivores principalement, même si je me suis diversifié. Et Philippe, c'est un expert en tout ce qui est manuel. Il fait déjà par ailleurs plusieurs manuels de référence. Voilà, ça, on va dire, c'était un petit peu le point de départ. Quant au côté, on va dire, assez libre, bah, disons que moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu dans mes recherches une approche critique. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis en classe préparatoire et pas à l'université, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat, une autre question, même si en fait elle est liée. Et en fait, nous, on s'est pas du tout posé la question. Alors, euh, quand on a eu cette question-là, on a débattu entre nous quatre et on s'est dit, bah, on savait pas trop trop quoi répondre parce que bon, on trouvait qu'on avait des collègues qui étaient à l'université ou d'autres même au CNRS qui avaient quand même une certaine liberté de ton. Mais pour avoir échangé avec mon ami et collègue Raphaël Matvé, que vous connaissez, qui a été d'ailleurs, qu'on cite beaucoup hein, dans notre ouvrage parce que c'est devenu une vraie référence de géographie animale, lui, c'est vrai qu'il m'a dit que sur certains de ses ouvrages, il pouvait être coincé aux entournures parfois parce qu'il y avait des co-auteurs qui pensaient pas vraiment tout à fait comme lui. Dans son dernier, sur la géographie d'un animal politique, là, sur le sanglier, là, il a plus, on sent bien qu'il a plus les coups des franches. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a toujours caractérisé, c'est toujours mettre en avant un point de vue critique. D'accord. Merci. Des compléments Guillaume, Philippe ou Guillaume? Oui, excusez-moi, j'ai essayé de voir comment mettre le son. Mais juste pour compléter, en fait, avant de réfléchir à cet ouvrage, nous avions déjà constitué un collectif qui s'appelle Gâteau. C'était un blog qu'on animait sur la géographie animale, où on essayait de recenser les différents travaux qui avaient été menés en géographie animale. Et on avait essayé aussi de nouer des relations avec une nouvelle génération de chercheurs sur ces questions-là.
Et je pense que les premières discussions que l'on a eues autour du livre voilà, étaient liées à ces échanges que l'on avait au sein de Gâteau, puisqu'on on recensait un certain nombre de choses et on essayait de réagir aussi à l'actualité avec ce regard de géographe intéressé par les questions animales. Il y a eu le FIG aussi, hein, il y a eu le Festival international de géographie Oui, 2017 qui nous a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait sorti le numéro spécial d'historien et géographe en 2017. oui, puis ensuite, il y avait aussi la publication que l'on avait menée ensemble sur l'épistémologie de la géographie animale pour les études. Je ne me rappelle plus exactement le titre de l'ouvrage, mais c'est que font les animaux aux sciences sociales ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, voilà, j'ai un cerveau de moineau, mais on avait déjà réfléchi à la question voilà, de qu'est-ce que faisait l'animal à la géographie. Et on avait réfléchi, Farid, Philippe et moi, à ces questions. Donc, il y avait aussi ce temps fort-là qui a mené à l'ouvrage. D'accord. Merci. Alors là, on a perdu Philippe, j'ai l'impression, sur je le vois plus dans la liste. Ah, attendez, là, je vais peut-être. Il est en partage de connexion. Donc voilà, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit qu'il est en partage de connexion. D'accord, donc. Et donc peut-être qu'il n'a pas une très bonne, peut-être pas une très bonne connexion. Je sais pas s'il est revenu en France parce que je sais qu'il était à l'étranger. Ah, d'accord. Bon. Euh, ah, non. Bon, je vous pose peut-être une deuxième question et en espérant qu'il revienne Ouais, bien sûr. sous peu. Alors, voilà, donc ça nous montre bien votre collectif, votre rencontre, vos centres d'intérêt commun. Alors moi, dès l'intro, voilà, il y a quelque chose qui m'a fait, on va dire, vraiment réfléchir, vraiment vaciller, si on peut dire, c'est que bon, moi, je suis dans le programme. C'est très, voilà, c'est parce qu'il y a un ancrage assez personnel, professionnel là-dessus. C'est que je suis dans le premier degré et on sait que la géographie n'est pas du tout la priorité dans un monde lié aux fondamentaux, aux mathématiques, au français, à des choses extrêmement transversales. Et on a donc une discipline qui est caricaturée, qui est mal enseignée, qui est mal aimée. Bon, il y a un lourd héritage, il y a une carence en formation, etc. Et puis on voit beaucoup de collègues, voilà, faire les fleuves, les montagnes, etc., etc. Enfin, des repères très, très nomenclaturaux. Et moi, je me bats pour voilà, montrer que c'est une science sociale, voilà, qu'il y a des villes, qu'il y a des hommes qui organisent, etc., etc. Et bon, bah, j'ai un petit peu ma définition automatique hein, sur l'idée que organisation de l'espace ou des espaces par le prisme des sociétés humaines, quoi. Donc voilà, et voilà, ça coule un peu naturellement. Et puis je lis dès l'intro humaine et animale, voilà, intégrer l'animal, nous sommes aussi des animaux, et alors voilà la différence euh, animale, non humain, enfin, voilà, donc en fait, il y a vraiment cet élément qui vient, pour moi, vraiment bousculer la définition, quoi. On a une géo sur habité, on a de la prospective, on a des acteurs, mais là, on a des animaux qui sont des actants, quoi. C'est-à-dire qui Mhm, pas l'intentionnalité, mais il y a les conséquences des mouvements, des mhm, déplacements. Donc, est-ce qu'on n'est pas, hein, voilà, je pense que un ouvrage très très important qui va, enfin, voilà, qui me semble pouvoir faire basculer la définition même, en tout cas en ce moment. Donc, est-ce que il y a, voilà, quelque chose à dire là-dessus sur mhm, le paradigme mhm, et voilà quoi. Donc, je pense que c'est si c'est mis dès l'intro, c'est que ça anime tout le reste de mhm. l'ouvrage. Euh, Oui, en fait, bah, tu pointes quelque chose de très, très juste qui nous tient à cœur. Alors juste, petite parenthèse, Philippe a été coupé parce qu'il a eu un problème de connexion et il m'a dit qu'on lui demande un code secret Zoom. Alors je ne sais pas s'il va réussir à s'en dépatouiller. Voilà. Bon, pour revenir en fait, à ta question, nous, on a l'impression presque de revenir à certains fondamentaux de la géographie. Alors, c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis très influencé par Élisée Reclus. Alors, Élisée Reclus,
évidemment, même si maintenant il est très à la mode, enfin, tout le monde le connaît, tous les géographes le connaissent, mais depuis une quinzaine d'années, quoi, 20 ans, pour simplifier. Mais il est très clair que c'était pas la géographie mainstream de son temps, et encore que, et puis par la suite, puisqu'il a été oublié, comme vous le savez. Mais lui, très clairement, il a une approche où il parle de ses frères animaux. Et en fait, c'est presque on est quasiment, alors c'est bien sûr anachronique ce que je vais faire là, hein, mais on est quasiment dans du Peter Singer, si vous voulez, sur de l'animalisme. C'est pas, bien sûr, c'est un peu anachronique de dire cela, hein, mais et ça, pour moi en tout cas, ça a été quelque chose d'assez important. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Tu as dit que bah oui, les animaux étaient considérés un peu comme des actants, et même on peut le dire, comme des acteurs. Parce que quand on regarde la définition d'un acteur, c'est-à-dire un agent susceptible de faire bouger un système, bah, les animaux font partie de cette catégorie-là. Et d'ailleurs, tu as évoqué le terme en effet, d'animaux non humains. Moi, j'aime bien aussi le terme animaux autres qu'humains, parce que bah, il est très clair, hein, nous sommes des organismes, nous sommes des vertébrés, certes particuliers, mais je veux dire, parce que nous avons avec notre point de vue, et toutes les formes de vie sont particulières, tous les vertébrés sont particuliers. C'est vrai que nous, on a voulu un petit peu décentrer un peu le positionnement, parce qu'on on le trouvait pertinent. C'est vrai que l'apport de beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales. J'ai évoqué Peter Singer ou bien Tom Regan, mais encore en histoire, par exemple, Éric Baratet sur le point de vue animal, ou philosophe Lestel, par exemple, qui justement cherche un peu à décentrer les points de vue, à montrer que bah, les cultures, on ne les trouve pas que dans les sociétés humaines, on peut trouver ça dans d'autres sociétés. Pour nous, ça a été une évidence en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est comme ça que maintenant, nous, on aimerait que la géographie soit entrevue. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire passer les humains après, les autres formes de vie, mais on n'est pas non plus pour les faire passer systématiquement avant. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu l'originalité de je dirais, de notre positionnement. Disons que si vous voyez, euh, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, 15 grands géographes nous rassurent sur notre avenir, de Sylvie Brunel et Jean-Robert Pitt, ben nous on est à l'opposé. Voilà, pour faire simple. D'accord. Guillaume, un complément là-dessus? Oui, je pense que ce que Farid dit autour de l'idée de décentrer le regard est très important. Et voilà, on peut considérer que l'on pratique une géographie plus qu'humaine. D'ailleurs, c'est l'un des termes qui est utilisé notamment dans la géographie anglo-saxonne, même si Farid n'aime pas trop l'utilisation de ce terme-là. Mais en fait, on parle de more than human geography. Donc voilà, c'est l'idée de dépasser un peu cette idée qu'il faut uniquement se concentrer sur les sociétés humaines et regarder aussi ce qui se passe pour d'autres formes de vie. Et donc ça peut être une première étape. Et puis après, on peut considérer aussi qu'on peut faire une géographie de l'animal sans, même si c'est difficile aujourd'hui, sans l'étudier par rapport à ses interactions avec les sociétés humaines. On peut imaginer que l'on peut retourner aussi une forme de zoogéographie, où là, on se concentrerait essentiellement sur voilà, les comportements spatiaux des animaux. Donc, c'est quelque chose que l'on peut envisager aussi. D'ailleurs, c'est envisagé, mais souvent pas par des géographes. C'est souvent envisagé par des écologues. La seule géographe qui fait ça, et encore, parce il y a quand même des interactions, il y a le travail, par exemple, de Sarah Bartolamiol sur les chimpanzés ou les éléphants, ou même certains aspects des travaux de Raphaël Matvey, qui essaye de se mettre aussi vraiment du point de vue des animaux. Je parle pour les francophones, hein. Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que c'est difficile de faire totalement abstraction des sociétés humaines, tellement elles sont partout aussi.
D'accord. Merci. Est-ce qu'on a récupéré Philippe ou pas encore? Non. Bon. Alors c'est embêtant parce que en fait il y avait vous avez des éléments à partager voilà en cas. Ouais, c'est lui qui les a. Alors moi je les ai aussi. Je peux éventuellement partager ça pour lancer la suite et vous me Ouais. dites à quel Oui, endroit. parce qu'en fait, ce sont les figures, ce sont principalement des figures et des cartes qui sont présentes dans l'ouvrage. Donc, c'est vrai que on avait choisi ça comme appui. Je crois Voilà. que Philippe était peut-être en train de revenir, Oui, d'après ce que il j'ai m'indique compris. qu'il est en train de revenir. Ouais. Il est... Bon. Voilà. Alors, donc sinon c'est pas grave. J'inverse un petit peu là les points que j'avais prévu. Alors, justement, mais bon, il y a la question, voilà, donc on est enseignant, nous, on cherche bien sûr à prendre appui sur ces contenus pour en faire des choses et à tout niveau hein, d'enseignement, que ce soit dans le primaire, secondaire, supérieur. Donc il y a une histoire d'enseignabilité, de didactisation, et quand je lis finalement la première page du livre, avant même l'avant-propos, ah bah le voilà Philippe, c'est parfait. Voilà. On va pouvoir, je vais relancer ma question tout de suite. Voilà, c'est ce il est là. Voilà, embêtant, voilà, Philippe. Ouais. Donc voilà, il est notamment noté chez Philippe que donc travaille sur l'épistémo de la géographie et l'intégration des questions animales dans les approches géographiques académiques et appliquées. Donc cette histoire d'intégration dans les approches académiques, moi voilà, derrière ce vocable-là, je pense programme en fait, programme scolaire notamment. Donc est-ce qu'on n'a pas là un objet entre guillemets sexy pour le dire simplement qui peut Mhm. pas beaucoup. On a des chapitres, des développements sur le panda, sur l'ours polaire, enfin des choses qui ont une symbolique forte. Donc, est-ce que justement, c'est pas un outil, quoi? Alors, peut-être pas une question socialement vive, comme on dit aussi parfois, mais quelque chose qui a vraiment une coloration comme ça, attractive, affective. Donc, est-ce que voilà, c'est pas justement un objet géographique enseigné, enseignable qui est particulièrement adapté à un âge jeune, quoi, peut-être, hein. Mhm. Voilà, j'ai déjà fait des petites choses là-dessus, ça marche, quoi. C'est très, Ah, évidemment, voilà. Donc, qu'est-ce que bien vous pouvez sûr, dire ça marche très là-dessus? bien. Par contre, si Philippe est là, peut-être on va lui donner la parole. Oui, mais alors j'ai un peu loupé tout ce qui s'est Mais oui, passé. alors voilà, on a fait, voilà, on a parlé de votre rencontre, on a parlé de la redéfinition avec l'idée que on était sur une science sociale et des sociétés humaines, mais pas uniquement avec l'homme enfin, voilà, en tant qu'être humain, mais l'animal, enfin le non-humain ou autre qu'humain, etc. Donc ça, on va dire qu'on a vu à peu près deux questions sur les cinq qu'on avait vues un petit peu en off. Et là, on lance une troisième sur l'enseignabilité, la didactisation au travers de ce qui est marqué sur ta présentation dans l'ouvrage, sur l'idée de travail sur l'insertion de ces questions dans les approches académiques. Et comme ça, après, peut-être, on pourra faire le partage d'écran avec les documents. Oui, et ce sera plus moi qui ferai le partage d'écran, puisque là je suis passé sur le téléphone Ah finalement. bon, ben, on le fera, s'il faut. Désolé, je sais pas, il y a un problème technique. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas été sur la dimension didactique et scolaire hein, quand on a fait cette recherche, parce qu'il y avait un peu l'objectif quand même de faire la synthèse, bah, comme ont dû le dire mes camarades, de ce qui se faisait mondialement un peu dans la géographie des animaux. Mais je reviens peut-être un mot sur la question de la définition de la géographie. Parce que justement, c'est intéressant par rapport au fait que ce sont aussi des questions qui peuvent être abordées dans le scolaire avec l'arrivée de la géographie de l'environnement qui revient en fait dans le scolaire. Donc c'est vrai qu'en France, il y a eu à un moment donné un peu une éviction des questions environnementales qui s'est faite dans le cadre d'un rapport de force, hein, mais à travers une définition qui a été très franco-française de la géographie pour en faire l'étude de la dimension
social du spatial, mais dans l'aspect social, on entendait social humain. Mm. Or, c'est une voie de définition qui est quand même à contester parce que d'abord, elle n'a été vraiment spécifiquement française. Finalement, il y a plusieurs définitions de la géographie et plusieurs approches de la géographie qui ont toujours coexisté. Mais la définition la plus classique, hein, c'est de dire que la géographie, c'est la science des lieux et de l'espace, hein, place and space, ils disent en anglais. Et là-dessus, les nouveaux programmes de géographie que l'on a, par exemple, au collège et au lycée, pas encore en lycée professionnel, on est resté encore sur un autre format, et aussi maintenant dans le primaire, permettent justement d'aborder de nouveau cette dimension environnementale. L'idée qu'on avait au début du XXe siècle, c'était de dire la géographie, c'est un peu une science qui part des lieux et qui essaie de voir à la fois les dimensions environnementales et sociales qui existent, avec d'ailleurs l'idée qu'on voit très bien au début du XXe siècle que les animaux sont des acteurs des territoires. Mm. Vidal de Lablache, il parle de cohabitants. Il dit on cohabite avec les animaux et il les voit comme des acteurs. Et là-dessus, je crois que c'est très parlant pour les élèves. Alors, il y a un certain nombre de thématiques qui existent dans les programmes et dans lesquelles on peut voir qu'il y a de nombreuses études de cas ou d'exemples qui peuvent être faits avec Mm. les animaux et qui parlent beaucoup aux élèves. Hein, moi, je le faisais régulièrement, alors que ce n'était pas vraiment dans le programme, des éléments, des incursions dans le monde animal. Et c'est vrai que tout de suite, ça rendait une vie aussi au cours de géographie, une autre vie, une autre façon de regarder les choses. Alors, on avait fait une petite Mm. diapo, on avait synthétisé un petit peu ça. Je ne sais pas si c'est possible là. Oui, justement, alors je vais m'en occuper. C'est Je vais, ouais, c'est Maï Girardot qui a fait ça. ouais, ouais, ben, je vais partager ça tout de suite et vous me direz à la limite comment Ouais. avancer. À quel, Bah oui, on peut donner même que j'avais réfléchi moi à quelques petits exemples parce que c'est vrai qu'on parle souvent des trames vertes et bleues et maintenant on parle des trames noires. Ça peut paraître un peu abstrait, mais si on parle par exemple de la trame verte et par exemple des déplacements de renards dans certaines agglomérations, notamment y compris l'agglomération parisienne, tout de suite ça met du vivant, ça met du mouvement, voilà, ça met un peu de l'incarnation. La trame noire, par exemple, le fait d'essayer de mettre en avant des espaces non éclairés. Bah, si on parle des chiroptères, communément appelés les chauves-souris, bah, pareil, tout de suite, ça permet justement d'incarner ça, surtout que les chauves-souris sont des animaux qui, et là on arrive dans le côté aussi sciences humaines et sociales avec un certain nombre qui charrient des représentations qui sont pas forcément positives, mais qui peuvent aussi en charrier des positives. Parce que si, et ça, je sais que ça, c'est un des dadas de mon ami Philippe Sierra, si on parle du moustique tigre, eh bien, les chauves-souris, par exemple, sont en train de devenir un petit peu des auxiliaires, puisqu'on encourage à mettre des nichoirs à chauves-souris pour lutter contre la multiplication des moustiques. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces questions-là, ce que ça peut évoquer à la fois des questions d'émerveillement, mais aussi des questions aussi très concrètes de nuisance, même s'il ne faut pas réduire la cohabitation avec les animaux comme des nuisances. Mais il ne faut pas le nier non plus. Hein, les punaises de lit, par exemple, hein, ou en effet le moustique tigre, bah, ce sont des animaux aussi, et il s'agit de les étudier comme tels, et ce sont des études de cas qui peuvent être tout à fait pertinents. d'accord. Merci, merci. Alors voilà, est-ce que c'est bon? Vous voyez est-ce que Là, tout. on a la Oui. couverture, là, on voit bien la Ah, voilà, couverture. bah, vous me dites à quel. Moi, je peux naviguer dans les. C'était Vous me une des dites. dernières, je C'est la crois. diapo 14 et 15, je crois. Hein. Alors, faudra me dire parce que j'ai pas. Je suis en plein écran, je sais pas laquelle est. Vous me dites. Je vais continuer encore un peu. C'est un tableau. Ah, voilà, ça doit être ça. Voilà. Oui, donc ça, c'est les deux dernières pour évoquer ces histoires de. Voilà, c'est ça. Alors que Maï, elle a pris des thèmes en sixième, enfin dans le secondaire et au lycée. Et puis, voilà, avec des exemples qui pourraient justement permettre de traiter ces thématiques. Donc, il y a Habiter une métropole, là, je vous ai donné des exemples, donc justement avec l'animal dans la ville, sur donc des ressources limitées. Bah voilà, l'élevage en question, la géographie de la pêche,
Voilà, en quatrième, des espaces transformés par la mondialisation, les mers et océans, bah, évidemment, on peut retrouver les baleines et les cétacés. Puis là, en plus, avec l'actualité avec Paul Watson, on trouve même la dimension géopolitique, hein, qui est vraiment extrêmement importante là-dessus. D'ailleurs, ce sont des aspects, parce qu'on vous le dit, mais on va peut-être pas s'arrêter là, hein. On a peut-être d'autres choses dans les cartons, et notamment par rapport à ce qui se passe au niveau de la géopolitique. Moi qui est un de mes cœurs de métier en plus, il y a des choses encore à poursuivre. Bon, bien sûr, au niveau des dynamiques territoriales de la France contemporaine, dans les espaces ruraux. D'ailleurs, c'est même dans les programmes, moi j'enseigne en BCPST, les agro-vétos en prépa, et nommément, hein, ils mettent la question des grands prédateurs, des grands carnivores. C'est dans leur programme, quoi. Alors, bien évidemment, là, on est dans les espèces emblématiques, mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de parler d'espèces un peu moins emblématiques, comme bah, on a évoqué les moustiques, hein, ou les insectes qu'on a tendance un petit peu à faire passer au second plan, ou même les formes de vie marine où souvent on les considère comme des stocks. J'ai veillé dans le manuel à systématiquement chasser le terme de stock dans notre manuel, parce que justement, ça réifie complètement les vertébrés et les invertébrés marins, sauf les cétacés, qui eux ont bien sûr une considération, comme sont des mammifères, il y a les ONG se mobilisent largement. Mais voilà, on parlait tout à l'heure des changements des représentations et ça peut passer aussi par ça. Donc voilà, aussi au lycée, donc avec toute une série d'autres exemples. Et puis bien sûr, bah, dans le supérieur, j'ai évoqué là en agro-véto, moi j'enseigne en prépa littéraire il y a quelques années, quand il y avait l'Arctique, évidemment, en Cagne, j'ai bien sûr parlé de la question de la géopolitique d'ours polaire. Et là, je vais évoquer la géographie des espèces exotiques, que l'on dit souvent un peu trop hâtivement envahissantes. Ce qui permet aussi d'ailleurs de critiquer un certain nombre de notions, parce que même chez les environnementalistes, il y a des doxas, évidemment, et notamment une des doxas qu'on critique dans le manuel, c'est la doxa comme quoi une espèce exotique serait systématiquement envahissante. Qu'est-ce qui est envahissant? Et qu'est-ce qui est exotique aussi? Pour mémoire, et en étant un peu, on va dire, un petit peu, comment dire, caustique, quelle est l'espèce exotique envahissante qui a le mieux réussi sur Terre? Ce serait peut-être bien Homo sapiens. Oui, Bon, voilà, hein, en étant un peu provocateur, évidemment. Évidemment, mais vous avez remarqué que c'était un petit peu notre, notre penchant. Voilà. d'accord, merci. Oui, donc là, on voit bien sous forme de tableau, voilà, enfin, le collège, le lycée, oui, pour le primaire, moi, j'ai aussi des images qui me viennent assez naturellement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aille sur plutôt des cartes, là, dites-moi lesquelles, pour avoir peut-être des choses un peu plus colorées pour nos spectateurs. Un peu de couleur. Voilà, ouais. Un Alors, peu. Bah, si vous voulez, on peut peut-être revenir sur une des premières cartes là, sur l'ours dans les Pyrénées. Et voilà. justement, c'était dans les débuts des travaux. En plus, bah, on voulait de la couleur, et ben là, on en a une, hein. Là, juste pour vous synthétiser, moi, en fait, j'ai eu presque pas une révélation, mais quand j'ai commencé mes travaux à l'époque, on parlait de DEA, on dirait maintenant de M2, où je travaillais sur les porte-paroles, sur le rôle des porte-paroles dans les conflits autour de la réintroduction de l'ours et de la présence de l'ours dans les Pyrénées. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que, alors, je ne veux pas vous faire une géographie de l'ours dans les Pyrénées. Si vous y intéressez, bah, je vous invite soit à lire l'ouvrage, ou soit à aller sur Internet des articles que j'ai pu faire. Cette carte-là, d'ailleurs, elle est tirée de l'entrée ours brun de l'Encyclopédie Universalis que j'ai faite avec le biologiste Jean-Pierre Raffin, et où, en gros, on voit bien, en fait, bah, différentes entités territoriales, notamment le Parc national des Pyrénées, mais aussi les PNR, les parcs naturels régionaux. Il y en a deux actuellement dans les Pyrénées, un troisième en préparation. Mais juste ce que j'avais trouvé intéressant dans mes travaux, c'était de voir comment les déplacements des ours euh, déclenchaient des mobilisations, d'abord localisées, qui ensuite ont eu tendance à se fédérer à l'échelle des Pyrénées. Et tout ça, en fait, en fonction du déplacement des ours, la présence des ours, et même parfois même des déplacements d'un individu, d'un seul individu. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'évoquer les animaux en tant qu'espèces, mais c'est aussi intéressant de les évoquer avec leur individualité. Parce que leur individualité en tant qu'acteur aussi peut jouer peut jouer un rôle important. Alors, je vais aller un petit peu sur le côté de l'histoire, mais il y a mon collègue historien Rémi Oulliat qui vient de sortir un excellent ouvrage qui s'appelle Vivre en castor.
certes, c'est de l'histoire, mais en fait, il évoque un cas contemporain du castor bâtisseur sur les bords de Loire à Blois. Et là, en termes d'études de cas, même géographiques, de l'aménagement d'un espace de loisirs qui va être totalement inondé par les travaux d'un castor qu'on n'imaginait pas venir ici, c'est tout à fait intéressant. On parlait justement tout à l'heure d'une espèce de petites, comment faire, des petites études de cas, même éventuellement avec des primaires ou avec des collégiens. Le cas du castor bâtisseur, je vous invite, hein, c'est Rémi Louga, il affectionne, il a bien documenté ce cas-là. C'est vraiment extrêmement riche. On peut, D'accord. Ouais, puis- on peut compléter peut-être un mot, moi, sur cette carte, parce que je rajoute un élément ben, sur les travaux de Farine, mais qui me semble qui est assez révélateur aussi de l'importance du fait territorial, c'est-à-dire du sentiment d'appropriation d'un espace qui existe chez les populations humaines, mais le fait territorial existe aussi chez les populations animales. Quand on regarde la réintroduction de l'ours, euh, quand elle se produit à la mi-temps des années 90, elle ne se produit pas dans la zone où il y a une population d'ours qu'on souhaite soutenir. La zone où on souhaitait soutenir la population d'ours a été située dans le Haut-Béarn, c'est-à-dire dans la partie occidentale, dans la zone orange occidentale que vous voyez. Mais l'opposition qui existe fait qu'on va réintroduire des ours là où il n'y en avait pratiquement plus. Et donc, ils ne vont pas soutenir la population autochtone, ou pas beaucoup, mais qu'ils vont créer finalement, qui vont recréer une nouvelle population, parce qu'il y a eu des acteurs un peu plus à l'est, dans le sud de la Haute-Garonne, qui, eux, étaient favorables à la réintroduction de l'ours, qui voyaient le territoire de manière différente et qui voyaient cela comme une chance de valorisation de leur nature. Et donc, on voit qu'il y a toujours hein, ce rapport avec les territoires, hein, qui est une question vraiment essentielle dans la question de la gestion animale. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on projette une autre illustration? On peut peut-être continuer sur la suivante. Je ne sais pas exactement laquelle c'était, mais alors je vois pas très bien sur mon téléphone. En fait, Bon, comme vous c'est voulez, hein, une égalité entre pays développés et en voie de développement face aux impacts des conflits avec les carnivores. Ah oui. ah Mhm. oui, ouais. Alors ça, je crois que c'est un point aussi qui est très important. Nous, on est très focalisé sur les conflits qui existent chez nous, l'ours, le loup, mais avec une focalisation sur l'aspect économique qui est souvent très mensongère, c'est-à-dire qui est souvent excessive, voire injuste. Euh, on attribue beaucoup plus, enfin, les désordres économiques qu'on attribue à ces grands prédateurs doivent être largement nuancés, hein. On se rend compte que les troupeaux d'ovins, ils sont davantage victimes d'accidents de la route, de chutes, de maladies, que d'ours, par exemple, hein, où c'est relativement rare. Par contre, effectivement, ces questions-là, d'un point de vue économique, on oublie toujours de le prendre en compte dans beaucoup de pays en développement où les gens vont avoir un cheptel peu élevé, peu nombreux, bien souvent, c'est-à-dire où la prédation d'un animal va causer une perte très importante. Or, si on ne traite pas cette question, on ne peut pas effectivement avoir une protection efficace d'espèces emblématiques, puisque on va se retrouver avec des, des personnes qui, de toute façon, se ressentent en situation d'hostilité économique, de fragilité à cause du prédateur. Et là, c'est fondamental de leur apporter un soutien. On ne peut pas simplement être dans une politique territoriale de dire je barricade ça et dans cet endroit-là, je protège tel animal ou tel animal. Il faut vraiment intégrer ces populations. Et c'est ce qui souvent ne s'est pas produit ou très mal. Alors après, là, bien sûr, ce sont des généralités parce qu'il s'agirait de voir, bien sûr, dans le détail, hein. Mais pour aller dans le sens de ce que dit Philippe, alors sans nier le fait que le loup est un vrai traumatisme, y compris dans les pays développés, euh, par exemple, dans les Alpes, à l'heure actuelle, la zone où il y a le plus de loups, c'est la zone où le nombre d'ovins diminue et de caprins diminue le moins en France.
voire même progresse légèrement. Et c'est la zone où très clairement le nombre d'emplois liés au secteur ovin-caprin progresse, progresse. Alors que partout en France, ça stagne ou ça diminue. Voilà. Et en effet, ça a été évoqué par rapport aux maladies. Là, si vous suivez l'actualité, il y a la fièvre catarrhale ovine, où là, depuis le début de l'année, moi j'avais repris des chiffres alors cités par un syndicat très célèbre qui est la FNSEA, qui est communiqué au mois d'octobre. Il disait que fin octobre, il y avait 500 000 brebis qui avaient été victimes de cette maladie-là. 500 000 brebis. J'ai fait le calcul en faisant un calcul haut. En 30 et quelques années de présence du loup, il n'y a pas eu autant de dégâts commis par le loup. Alors là encore, hein, il ne s'agit pas de nier la tension que peut faire peser la présence du loup sur l'élevage. Mais ça permet de relativiser. D'accord. Alors, je vous pose une question aussi méthodologique par rapport à ces illustrations, ces documents. Alors, on y reviendra peut-être dans les questions du public, mais on en a vu voilà, deux sur l'ours, sur les conflits, etc. Donc, en fait, l'ouvrage est très, très richement illustré. Hein, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques, beaucoup de figures, de focus, etc. Et alors, c'est une petite critique légère, mais il y a finalement pas tant de cartes que ça. Et alors, on comprend bien que par définition, l'animal, il est peu enclin à se faire interviewer comme, comme un être humain. Il bouge et il est difficilement saisissable. Mais est-ce que vous n'auriez pas peut-être des recommandations de sites, d'applications, je ne sais quoi, comme on peut voir dans les sciences peut-être un peu plus dures de biologie, etc., ou sur certains reportages, en fait, où on arrive vraiment à pucer l'animal, à le baguer, Mhm. GPiser, si on peut dire, GPSiser, pour bien suivre. Et voilà, donc notamment quand c'est pas des formes sur des densités ou des répartitions, mais quand c'est plutôt des dynamiques, quoi, justement, des diffusions ou bien des territoires d'extension. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin dans certains cas? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà. Alors, parce que là, voilà, on est freiné par l'objet livre qui est de fait figé, quoi. Hein, donc, est-ce que, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà des choses à proposer là-dessus ou est-ce que c'est Mhm. encore complètement en chantier? Alors, déjà, alors Philippe a beaucoup contribué d'ailleurs aux illustrations. Il y a, je pense, alors, c'est vrai que nous, comme notre but, c'est de faire un manuel. Quand on fait un manuel, ben, on a beaucoup de choses à dire. Donc, forcément, c'est surtout du texte. Moi, à titre personnel, je suis pas, je sais très bien faire des cartes et des croquis, etc. À l'ancienne, je travaille moins avec des bases de données. Ça, c'est plus mes collègues qui sont spécialistes de ces questions-là. Mais en effet, il y a des travaux, y compris, alors, j'ai évoqué Raphaël Matvey, j'ai évoqué Sarah Bortolamiol, et il y en a d'autres, y compris en effet des travaux aussi chez d'autres qui ne sont pas des géographes. Mais il y a un ouvrage qui est très intéressant, qui a été traduit il y a 5-6 ans, qui est Atlas de la vie sauvage. Je crois, c'est aux Arènes, je crois, qui est un ouvrage de deux géographes britanniques dont j'ai oublié le nom, mais il faut trouver la référence, et elle est en biblio dans le bouquin. Alors qui, eux, ont fait un travail, mais vraiment très fin, formidable, fondé sur du suivi d'animaux, justement, où les individualités étaient souvent mis en avant. C'est, par exemple, je revois par exemple une étude de cas sur des éléphants à la frontière entre le Kenya et la Somalie. Et on voyait comment les éléphants étaient influencés par la guérilla, notamment des Chebabs. C'est vraiment un ouvrage, ce passage-là, mais d'autres, hein, vraiment, vraiment passionnant, où il y a cette dimension qui n'est pas présente dans notre ouvrage, mais qui aurait pu l'être davantage. Sachant que moi, à titre personnel, c'est pas ma spécialité, mais je pense que là, il y a vraiment, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit nous dans notre ouvrage, hein, dès le début, hein, on dit que notre ouvrage, il est forcément, il est lacunaire, et nous, on aimerait apporter une pierre et justement ouvrir sur d'autres manières, d'autres travaux qui pourraient être complémentaires. Mais Philippe, si tu veux, ou Guillaume, si vous voulez compléter.
Oui, effectivement. Le plus gros souci, en fait, c'est d'avoir accès à des bases de données qui évoquent les populations animales et leurs mouvements. Et là, on se rend compte que les informations sont souvent agrégées à, à l'échelle macro-régionale ou, ou parfois même on retrouve l'information au niveau local, puisque ce sont des équipes de recherche qui ont produit ces données. Donc, en fait, on a un manque de données qui est assez, qui est assez criant. Et finalement aussi, on en connaît peu sur le comportement des animaux. Par exemple, dans l'Atlas de la vie sauvage, il y a plusieurs cas d'études qui montrent que en fait, les animaux ont des comportements qu'on n'imaginait pas. Ouais, Pour reprendre le cas des ça c'est vrai. éléphants, il y avait un article qui avait été publié dans une grande revue scientifique en disant que les éléphants ne traversaient pas la route. Et l'Atlas le montre. En fait, en suivant les populations d'éléphants, on voit bien qu'ils traversent les routes alors qu'on pensait qu'ils ne le faisaient pas. De la même manière, très souvent, pour régler les conflits, on avait cette idée qu'il fallait délocaliser les animaux. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas non plus, puisque systématiquement, les animaux reviennent dans leur territoire d'origine. Donc, c'est difficile de cartographier l'animal aussi parce qu'on en sait peu sur lui. Et c'est quelque chose qui est nécessaire de considérer. Après, il existe maintenant de différentes approches pour cartographier les animaux. Euh, Par exemple, je pense que c'est Sarah Bortolamiol qui a utilisé voilà, l'observation euh, des populations de chimpanzés. Elle a cartographié elle-même ces animaux en les suivant à la trace. C'est une manière de faire. On peut utiliser aussi des proxys. Par exemple, Élodie Buard a utilisé la couverture paysagère pour essayer d'estimer les risques qu'il pouvait y avoir entre, des risques de conflit, pardon, qu'il pouvait y avoir entre les agriculteurs et certaines populations animales. Après, on peut imaginer aussi le recours aux drones, des choses comme ça. Donc voilà, il y a encore tout un champ de possibles à développer pour cette cartographie animale, qui nécessiteront de toute façon une interdisciplinarité, puisque les géographes n'ont pas forcément toutes les compétences pour exécuter cette tâche-là. Donc la cartographie animale repose sur ce dialogue avec d'autres disciplines. D'accord. Merci Oui, beaucoup. je crois que Oui. oui, la question du dialogue est très importante parce que on a de plus en plus de données, de possibilités hein, d'avoir des données sur les circulations, les positions de ces animaux. Il faut voir que pour les humains aussi, hein, pendant très longtemps, on a eu des données très lacunaires. Hein. On avait le point de départ, le point d'arrivée, par exemple, pour les migrants. Et ça fait que relativement peu de temps qu'on a des gens qui cartographient des circulations migratoires, souvent beaucoup plus complexes que cela. Donc, les possibilités cartographiques existent, les possibilités en termes de modélisation existent. Ce qui est compliqué à construire, alors au-delà de l'acquisition des données, c'est arriver à construire des cartographies justement géographiques. C'est un peu le but de cet ouvrage, de rappeler que la géographie peut dire beaucoup aussi pour comprendre les animaux. C'est-à-dire qu'on doit incorporer les animaux pour comprendre les territoires humains, mais on doit aussi incorporer les territoires humains et les approches géographiques pour justement intégrer ces interrelations entre humains et non humains qui sont permanentes et qui ont souvent été ignorées à la fois du côté d'une géographie peut-être qui ignorait les non-humains, mais aussi énormément de la part d'une biologie, d'approche biologique qui se focalisait systématiquement que sur des réserves, que sur des espaces dans lesquels il y avait peu d'humains ou pas d'humains, et ignorait que sur la majeure partie de la planète, on est dans des situations d'interaction entre les différents mondes vivants. D'accord. Merci. Alors, bon, je vois l'heure tourne, 7h20. Une dernière chose, et après, on va essayer, dans les minutes, le temps qui reste, donner la parole au public, hein, s'il y a des questions. Alors, voilà, j'en ai profité pour mettre les chapitres, en fait, le sommaire de l'ouvrage. Donc, moi, je redis à quel point moi j'ai trouvé ça passionnant et riche. On est vraiment, comme vous l'avez dit, sur un ouvrage de synthèse, hein. Moi, j'avais juste eu l'occasion avant de lire notamment la documentation photographique, là, le numéro de Jean Estebanez, mais c'est un format beaucoup plus petit.
Là, on a vraiment 10 pages de biblio. Il y a une page, il y a quasiment une page entière sur des thèses, hein, une vingtaine de thèses qui ont 20 ans d'existence maximum. Donc, c'est des travaux très, très nombreux, très récents. Et est-ce que finalement, voilà, et comme voilà, vous l'avez un peu laissé entendre, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer par contrainte de nombre de pages, et est-ce que voilà, il y a des choses qui pourraient sortir et qui, à l'avenir, qui ne seraient pas forcément listées dans ces chapitres-là, ou qui seraient des précisions de certains de ces chapitres, parce que voilà quoi. Donc en gros, à quand un numéro 2 quoi? Et qu'est-ce qu'on y mettrait? Disons qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter et puis il faut rendre quelque chose, parce que sinon on sort rien. Euh, Déjà, on a repéré des coquilles, des choses qu'on pourrait ajouter, modifier, compléter, etc. Donc ça viendra sûrement. Et puis en effet, il y a d'autres choses auxquelles on pense, certains aspects sur lesquels on aurait des choses à dire et sur lesquels aimerait apporter des développements, notamment sur des aspects qui sont vraiment plus géopolitiques. Même si on en aborde déjà pas mal dans le bouquin, mais pas seulement, parce que l'ouvrage, il avait vraiment vocation à aller vraiment de la zoogéographie jusqu'à la géopolitique, comme le dit le sous-titre. Mais oui, il y a beaucoup à faire. On s'est pas censuré, on s'est ni censuré ni limité, puisque là l'éditeur a été assez, voilà, l'éditeur était prêt à nous suivre. Mais après, il y a aussi la question du coût qui peut se poser de l'ouvrage. Si on fait un ouvrage qui est trop gros, eh ben, le coût va suivre en conséquence. Et puis, bah, on voudrait quand même que l'ouvrage il soit quand même acheté, hein. Non pas pour devenir riche, parce que comme vous le savez bien, c'est pas en faisant des manuels qu'on devient riche, évidemment, mais pour que la connaissance, elle puisse circuler. Je crois qu'on peut dire qu'on a eu quand même, et ça c'est l'avantage d'avoir travaillé en confiance avec l'éditeur, c'est que ils nous ont laissé une grande liberté hein, sur la question du format et du volume. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de faire plus grand si on l'avait voulu. Mais ça augmente immédiatement le prix de manière conséquente. Mm. Donc, il y avait aussi un choix d'être dans un volume qui soit lisible. C'est un manuel universitaire et c'est vrai que se pose aussi la question de la diffusion à d'autres publics hein, de ces approches qui restent encore hein, pas très bien connues, mal connues, hein, en particulier dans le public francophone. Donc, il y a un enjeu effectivement de diffusion. C'est pour cela aussi qu'on souhaite le faire avancer dans la connaissance universitaire, parce que on espère qu'ensuite ça ruisselle aussi au niveau de l'enseignement général, hein, qui se fait qui se fait avant l'université, donc qui est accessible à tous. Donc ça, ce sont des enjeux effectivement éditoriaux forts. Mais il faut dire que les approches historiques, les approches sociales, les approches philosophiques sont aujourd'hui bien diffusées dans le grand public. Ben, on espère que l'approche géographique et géopolitique le sera également parce que je pense qu'elle éclaire beaucoup, beaucoup des éléments très concrets hein, qui inondent la gestion des territoires, la gestion d'une ville, et aussi la compréhension d'enjeux, parfois de relations entre des pays, tout simplement. Hein. On avait l'exemple du panda qui est très révélateur justement de comment on peut utiliser aussi des animaux non humains pour faire passer des messages. Avec la fameuse diplomatie du panda. Hein, vous savez que tous les zoos qui présentent des pandas n'en sont pas propriétaires. C'est toujours la République populaire de Chine qui est propriétaire des pandas. Elle les, entre guillemets, met à disposition, d'ailleurs, pour un coût souvent de plusieurs millions d'euros par an. Et en même temps, pour elle, c'est un soft power. Et c'est intéressant de voir comment la Chine se présente comme une nation environnementaliste en surveillant quasiment individu par individu la progression de la population de pandas. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, on a moins de 2000 pandas dans le monde. Imaginons si c'était un village d'humains, imaginez, voilà, c'est-à-dire il resterait que 2000 humains sur Terre. Voilà, donc la situation elle reste critique.
Même si régulièrement, quand on a quelques dizaines de pandas en plus, on s'en félicite en disant youhou, formidable, la population de pandas progresse. Il faut voir où ils en sont aussi, hein. Si je peux compléter juste, Bien sûr. Farid l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être que alors, on pourrait imaginer que dans la version 2 du manuel, on pourrait creuser davantage la question ben, voilà, de la moralité et de l'éthique animale, même si c'est transversal dans le manuel, puisqu'on aborde pour différentes catégories d'animaux, mais peut-être que l'on pourrait faire une géographie de cette moralité et de cette nouvelle éthique animale et aussi poser la question de voilà, qu'est-ce que le géographe peut apporter à ce débat-là. C'est quelque chose que l'on a évoqué rapidement en conclusion, mais on pourrait imaginer un chapitre consacré à cette question-là. La géographie anglo-saxonne a développé un certain nombre de réflexions à ce sujet qu'il faudrait peut-être intégrer et voir comment voilà, la diffuser à un public francophone qui ne connaît pas forcément ces questions-là. D'accord. Merci. Alors, écoutez, longue vie à cette première édition déjà et un bon ruissellement à tous les niveaux. Voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Alors, on est à peu près sur le format qu'on a habituellement, c'est-à-dire que l'échange comme ça de départ, il peut se prolonger avec des questions, des remarques, des demandes de précision de nos invités. Donc, voilà, on vous donne la parole. Alors, dans le chat, ou alors si vous voulez activer lever la main, là, n'hésitez pas à le faire, hein, pour pas que ce soit moi qui soit le seul à orienter la discussion. Vous êtes 41 là, il y a bien quelqu'un qui a, qui a envie de. Alors, j'ai reçu un message Oui. d'Élodie Glohaguin. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Pouvez-vous développer les raisons pour lesquelles vous considérez les animaux comme des, entre guillemets, acteurs des territoires? Est-ce en lien avec la notion d'agentivité? Et avez-vous connaissance d'exemples qui montrent que les animaux autres qu'humains ont effectivement un rôle, une voix dans les politiques urbaines, par exemple? Donc là, il y a plusieurs questions. Si vous Mm. voulez que je répète, il n'y a pas de souci. Donc la question en fait de l'agentivité des animaux, du fait que ce sont des acteurs, ben, déjà, quand on dit cela, c'est qu'on est capable de changer de focale. Et c'est quelque chose d'important, parce que très souvent, on a eu une focalisation où on considérait les humains comme les seuls acteurs, de la même façon qu'à un moment donné, on a pensé que les Européens étaient les seuls acteurs de l'histoire humaine. C'est-à-dire que c'est arrivé justement à décentrer un petit peu le regard et un petit peu les supériorités parfois acquises dans le discours. Après, les animaux non humains sont comme les humains. Les humains sont des acteurs pour eux-mêmes et les animaux non humains sont des acteurs aussi pour eux-mêmes. Et la question, ce sont les interactions entre ces Ouais. agissements. On a des acteurs humains qui agissent en fonction de ce que font les animaux. On sait, voilà, on sait qu'à tel moment, il y a des animaux qui sortent de la forêt. Certaines populations vont aller les prélever ou l'inverse. Donc, on a ce type d'interaction. Ah, je me retrouve dans le noir. Mais on doit aussi voir que les animaux font en fonction des rythmes humains. Là, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits sur les sangliers ces dernières années. Il y a des travaux qui sont encore en cours où on voit comment les sangliers sont présents dans nos villes et finalement vivent avec nos rythmes humains. Et enfin, là, je suis actuellement dans un lycée qui visiblement euh, n'est plus éclairé. Mais dans mon lycée, il y a des acteurs, il y a des oiseaux qui sont très présents, et notamment des étourneaux, et qui posent des difficultés de gestion très importantes par rapport à la cour de récréation et par rapport au personnel qui est logé. Et là, ils se sont vraiment des acteurs, pour le coup, du territoire, puisqu'ils ont obligé à avoir des stratégies et à revoir l'organisation même des stationnements, par exemple.
pour reprendre un autre exemple aussi sur les animaux autres qu'humains en tant qu'acteurs, avec leur agentivité, moi j'ai beaucoup étudié, alors je le fais beaucoup avec mes étudiants, et je reprends en partie le travail d'Emmanuel Surmont, qui est un des rares travaux géographiques sur la situation, la crise, ce qu'on appelle la crise requin à La Réunion, ce qui est d'ailleurs intéressant sur une étude de cas française, parce que ça permet d'évoquer également un drame, où là, très clairement, c'est intéressant aussi de décentrer le regard, parce que si on prend le cas des attaques, entre guillemets, de requins à La Réunion, on voit bien sûr le requin avec tout ce que ça charrie, hein, depuis les dents de la mer, etc., comme une mort, évidemment, qui est sûrement atroce. Quand on remet en perspective ça en, en quelques mots, bon, d'une part, c'est vrai que mettre à l'échelle planétaire le fait que les attaques de requins mortels sont très très basses. C'est entre 10 et 15 par an. Et il est vrai que depuis les années 2011, il y a eu une espèce, la Réunion occupait une part importante par rapport à cela, et c'était assez inexpliqué. Et là-bas, c'est pire que le loup en France, c'est-à-dire que comme là, en plus, il y a mort d'humains, c'est une question qui est extrêmement vive, que parfois on caricature entre des autochtones qui seraient contre, qui voudraient la mort des requins, et puis des métros qui seraient pour. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus complexe que cela, puisque les Réunionnais traditionnellement ne se baignaient pas ou se baignaient très très peu. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses, hein. C'est d'une part, on connaissait rien de ces animaux, et en fait, on a découvert que même si on tue des requins, en fait, ce sont des animaux pélagiques, ce sont des animaux qui sont migrateurs. Ils semblent attirés par l'île de la Réunion, c'est très clair, mais surtout, il y a les usages humains aussi qui sont questionnés. C'est qu'en fait, à partir des années 90-2000, il y a des loisirs de glisse qui sont arrivés en masse à La Réunion, alors qu'elles étaient totalement absentes. Et notamment, les meilleurs, entre guillemets, spots sont des zones qui sont des zones avec les vagues, avec de l'eau turbide, qui sont des zones de prédilection de présence du requin bulldog, qui est le requin le plus dangereux. Voilà. Et alors là, d'ailleurs, il y a toute une série de polémiques diverses, y compris sur le fait que, encore une fois, la solution létale et mortelle, elle est systématiquement mise en avant, mais comme avant, et encore pas que avant, dès qu'on a des êtres humains qui nous dérangeaient, bah, on les éliminait, voilà, en pensant que c'était la situation, alors que parfois, juste en mettant en place des négociations, eh ben, on pouvait s'apercevoir que ça pouvait épargner des vies. Eh ben, avec les autres humains, c'est pareil. On peut mettre en place des diplomaties, pour reprendre le terme du philosophe Baptiste Morisot, faisant que, eh bien, on peut se partager l'espace en évitant les interactions négatives pour les humains et aussi pour les autres humains. Merci. Est-ce Alors, qu'on a... on a plusieurs questions. Oui, je vais les prendre dans l'ordre. Ça y est, Alors, les uns ils sont chauds maintenant. oui, ça y est. Alors là, c'est plus une question par rapport à l'université. Avez-vous des idées de formation universitaire, licence, master, donc en géographie, qui proposent des UE en lien avec ces thématiques de zoogéographie? Ah ben justement, Guillaume, tu voulais en parler peut-être? Oui, alors à notre connaissance, il n'y a pas de... Alors, pardon, je vais préciser ma pensée, mais alors, il y a des formations universitaires qui abordent les études animales, mais de façon interdisciplinaire, donc pas forcément euh, avec un regard de géographe. Donc il y a une formation en master à l'université de Strasbourg qui est plutôt orienté sur les questions de droit, il me semble. Euh, et ensuite, il y a un DU études animales à Rennes. Mais je pense que ce sont les seules formations qui évoquent explicitement. Et Voilà. et on n'est pas en géographie. Oui, et On voilà. est, on est, on est, on n'est pas en géographie. Moi, j'intervenais dans des formations, notamment le master de Paris 7, piloté par Étienne Brétillon et Denis Chartier, qui sont des vieilles connaissances. Euh, voilà, et encore, moi, je faisais juste, en général, c'est des one-shot, quoi. Juste des conférences, enfin, c'est des cours à la journée, quoi. Mais
À ma connaissance, non. Pas de, éventuellement des intervenants très ponctuels, mais pas d'yeux. Ça n'existe pas encore. Pourtant, ça gagnerait à exister. Et pour vous donner un petit exemple, moi ici, et moi, ça fait 12 ans que je suis à Poitiers. Eh bien, les seuls qui m'ont sollicité justement sur ces questions de géographie animale, ce sont des biologistes, en fait, qui m'ont invité. Pourtant, je suis très copain avec les géographes de Poitiers, c'est mes copains, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On s'entend vraiment très très bien. C'est même des amis chez certains, mais non, ils ne me sollicitent pas pour ces questions-là. Ils peuvent me solliciter sur d'autres questions. J'ai notamment été sollicité sur les concours, sur la préparation au concours, mais sur ces questions-là, non. Dommage. Ça viendra peut-être par la suite, dans les prochaines années. Alors, j'ai deux questions de la part de Fabrice Durand-Lico. Alors, bonsoir, merci pour votre travail d'expert. Avez-vous travaillé sur les aquariums? Qu'en est-il actuellement? Euh, va-t-on vers une continuation de la relation animal-homme ou vers une vie plus sauvage en développant des aires protégées, etc. Et je reviendrai sur la deuxième question ensuite. Fabrice, il faut se saisir de ces questions-là. Il faut y aller. Oui, sur les aquariums, je sais pas, j'ai pas d'exemple là en tête. Je sais qu'il y avait une étude qui avait été Très beau menée sujet. sur, oui, je sais qu'il y avait une étude qui avait été menée sur les orques justement et qui montrait que en fait elles avaient développé des techniques de chasse spécifiques puisqu'on les nourrissait en fait avec du poisson et en fait elles se servaient de ce poisson-là pour attraper des mouettes ou de goélands. Donc, elles avaient développé des techniques spécifiques dans le cadre du dispositif spatial qui est un aquarium. Mais sinon, j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête sur des géographes qui se sont intéressés à la question des aquariums. D'accord. Alors, De- de- l'autre question, pardon, vous vouliez intervenir? non, non, mais de toute manière, c'est vrai que même nous, hein, on le reconnaît dès l'introduction, toutes les questions liées à la vie marine, on a essayé de faire notre mieux, hein, mais c'était pas évident. Et puis, bah, cette question des aquariums. Alors, on a évoqué la question des zoos, en effet, puisqu'en plus, il y a le travail de Jean Estebanès, ou bien de l'historienne Violette Pouillard, un travail passionnant qui Hmm. interroge d'ailleurs les études coloniales aussi. Mais là, non, ça fait partie typiquement des genres de travaux qu'il faudrait mener. D'accord. Donc, c'est un tout petit peu en lien avec la question justement qui suivait. Quelle est la position de la France sur la place de l'animal dans les parcs animaliers ou les cirques? Ah, bah, la France, elle a plutôt une position qui est de plus en plus progressiste, hein, puisque là maintenant, alors je ne sais plus de quand date la loi, mais c'est de 2021, il y a une loi qui justement maintenant va interdire la présentation des animaux sauvages. Et là, j'ai entendu dire que euh, au Marineland d'Antibes, là, je crois, ils ont deux orques dont ils vont être Hmm. obligés de se séparer, puisque la législation maintenant va interdire la présentation de spectacles de cétacés. Mais en effet, se pose la question de qu'est-ce que l'on fait de ces animaux-là, on ne peut pas les relâcher dans le milieu naturel. Il faudrait leur recréer des sanctuaires. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, c'est là assez actuel, justement avec Marineland qui a fermé ses portes et la Hmm. question se pose justement pour les orques qui sont nés en captivité puisqu'ils ne peuvent pas les relâcher dans la nature. Donc, ouais. Alors, il y a une autre question de Emma Mercier. Bonjour, merci pour votre présentation. Malheureusement, je n'ai pas lu le livre. Faites-vous un focal sur les animaux d'élevage, le bien-être animal, les questions alimentaires et agroalimentaires? Merci. Alors, oui, oui, il y a un chapitre hein, sur la question des animaux d'élevage, donc un chapitre de synthèse. Et puis on évoque par moment effectivement ces questions d'animaux d'élevage. On évoque un petit peu les questions alimentaires. On l'a moins développé parce que ça a été développé déjà par un certain nombre d'autres auteurs. Donc c'était moins nouveau. Par conséquent, c'était déjà assez intégré dans le cadre d'autres études qui sont plus les études de géographie de l'alimentation. Mais on l'évoque effectivement ponctuellement.
Mais la question de l'élevage, on l'a bien évidemment évoqué, euh, c'est une très grosse question, hein. Déjà, rien qu'en termes de nombre d'animaux, hein, tout simplement. Et on a quelques encarts aussi qui parlent du bien-être animal. C'est dommage que Maï n'ait pas pu venir, puisque c'était elle qui était en Ouais, charge c'est Maï de... Gérardot qui était en charge de ce chapitre. Oui. Alors justement, est-ce que, peut-être vous pouvez répondre, est-ce qu'il y a eu la question des refuges animaliers qui a été abordée dans le livre, Non, type SPA par exemple? non, on n'est pas allé sur sur cette question-là. D'accord. Et autrement, c'était par rapport à la question des animaux domestiques. Est-ce qu'ils sont traités dans le livre ou c'est surtout par rapport aux animaux sauvages? Euh, donc, dans le chapitre justement qu'a fait Maï Gérardot, hein, il y a évidemment, bien évidemment, la question des animaux domestiques hein, qui est abordée, qui commence d'ailleurs à être abordée aussi en France hein, par quelques auteurs. J'ai vu qu'il y a un auteur du Mans, là, Frédéric Fortunel, qui a fait des choses sur les poules domestiques. Donc, mais qui est effectivement une dimension importante. Mais bon, la question du chien, du cheval, enfin, ce sont des questions effectivement qu'on aborde dans le livre, hein, notamment la question du cheval, puisque Maï Gérardot travaille sur cette thématique-là. D'accord, merci. Il y a aussi quelques pages sur les nouveaux animaux de compagnie. Sur le Oui, et troisième puis il y a marché après des la drogue et pays les armes. où... pardon. Je disais, je reprenais mes notes, là, le marché des nouveaux animaux de compagnie, qui est le troisième marché après celui de la drogue et des armes. Donc, c'est Ah. pas rien. Oui, je disais qu'il y avait aussi des animaux sauvages qui sont adoptés par des particuliers aussi. Donc, c'est encore Ouais. un autre fil. La personne qui avait évoqué les formations à l'université vous remercie et précise les universités se basent principalement sur les possibilités d'emploi pour les étudiants. Peut-être cela s'explique-t-il par le peu de métiers en sortie d'études. Oh bah, Oui, ça c'est il y a toutes les questions de. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque il oui, s'agit pas oui. forcément de faire une formation qui serait éventuellement spécifique là-dessus. Mais par exemple, si on veut s'employer, si on veut travailler dans un espace protégé, dans des aires protégées, que ce soit les parcs naturels régionaux, que ce soit les parcs nationaux ou autres, on peut justement avoir intérêt à avoir ces formations-là. Alors, là où c'est quand même oui, il y a quand même un côté pertinent, c'est que très souvent, c'est plutôt les autres matières, enfin, les autres disciplines qui nous sollicitent. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'étais beaucoup sollicité par des formations qui sont des formations soit techniques, soit très biologistes, parce que justement, ils avaient besoin de ce qui leur manquait, parce que eux, il leur manquait beaucoup le côté social, politique, territorial, dont souvent, eux, ils ont ensuite besoin, et ça leur manque beaucoup. Donc, en fait, euh, oui, enfin, je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord avec, avec cette remarque. Oui, oui, alors, enfin, moi, je remarque, bah, depuis la sortie du livre, hein, si je regarde les personnes qui m'ont sollicité, donc il n'y a pas eu de géographe, mais par contre, il y a des gens de l'Office des forêts, de la Fédération de chasse, de la métropole de Toulouse qui sont en charge des animaux, et même j'ai même eu un message de quelqu'un qui travaille pour les autoroutes. Donc, non, ce Ouais, sont des questions en fait qui intéressent un certain nombre d'acteurs et qui ont été étonnés de le oui. trouver abordé via la géographie. Et oui, il y a un étudiant là qui fait une thèse de droit aussi qui est venu me voir là, puisqu'il Mm, fait mm, mm. cette thèse à Toulouse. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions. Enfin, la question des animaux aujourd'hui, elle est très importante, par exemple, dans la gestion d'une ville, hein, dans les aménagements urbains. Donc jusqu'à présent, ils utilisaient uniquement les savoirs des naturalistes. Et là, on voit que des gens qui parfois avaient une formation de géographe découvrent qu'il y a en soi des approches géographiques qui existent sur le monde animal. Mais ils ne le savaient pas forcément, puisque en France, ce n'était pas encore très médiatisé et ce n'était pas encore intégré dans les cursus justement de formation.
Donc, En fait, il y a comme Farid, je nuancerai Mm, mm. l'aspect inutile. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ces questions-là, d'environnement, d'animaux, dans l'aménagement urbain, dans l'aménagement, sur les questions de droit, mais ils ne connaissent pas forcément l'existence d'approches géographiques où ils sont plutôt intéressés pour les avoir. Mm, mm. Deux choses pour compléter ce que dit Philippe. En effet, il y a toute une série de métiers qui se développent, notamment au niveau de médiation animale et médiation par rapport justement aux enjeux de coexistence et de cohabitation avec la faune sauvage. J'ai rencontré une personne qui a lancé son auto-entreprise pour gérer les tensions avec les pigeons, avec les corvidés, avec toute une série, avec les rats, etc., de manière on va dire, intelligente. Donc là, il y a des métiers en essor et où les géographes pourraient se positionner, mais ce sont souvent pas eux qui se positionnent. Ce sont des biologistes, des écologues qui sont obligés de compléter leur formation au niveau du jeu des acteurs, au niveau d'une approche territoriale qu'ils n'ont pas dans leur formation d'origine. Et puis, Philippe évoquait les autoroutes. En fait, il y a un service des autoroutes qui s'appelle le CEREMA, qui gère les infrastructures et les aménagements. Et eux, je sais que, ils s'intéressent depuis longtemps aux questions animales. Et notamment, je sais qu'il y a au niveau du plan national d'action lynx, et même bien avant, au sujet du lynx, le CEREMA a des personnes, et notamment une personne que je connais, qui, entre autres, hein, gère cette question du lynx, parce qu'en fait, euh, un des enjeux de coexistence et de cohabitation avec le lynx, c'est que une grosse part de la mortalité des lynx a justement lieu sur les autoroutes, puisque elles créent un morcellement de la population des lynx de différents milieux que les lynx sont amenés à fréquenter principalement dans le Jura et l'Est de la France. Alors, on a une information que nous donne Rodolphe Dumouche. Le DEA de Jean-Pierre Marchand, décédé il y a 2 semaines à Rennes, recrutait dans les années 2000 régulièrement des étudiants ayant fait de la zoologie à Rennes 1. Et les mémoires sont archivées au labo Costel. Donc, je ne Mm. sais pas si vous avez eu connaissance de ça. Moi, je connais le Costel pour avoir travaillé avec eux en Amazonie, mais je n'avais pas connaissance de ces travaux-là. Donc, merci. Donc, merci Rodolphe. Ouais. Et quelqu'un demande, alors c'est plus technique, mais est-ce que l'on pourra avoir accès au diaporama? Donc, ça sera difficile puisque la vidéo sera en ligne sur YouTube. Donc, on ne pourra pas diffuser le diaporama autrement, à moins qu'on l'ait par mail. Et dans ces cas-là, on pourra l'envoyer via l'infolettre. Ça peut être faisable. Mais comme c'est votre travail, il y a peut-être les droits d'auteur. Donc, c'est à vous de décider si vous le partagez ou pas. Sinon, ça restera dans le visionnage de la conférence sur YouTube. Et oui, parce qu'en fait, les illustrations, ce sont des illustrations de l'ouvrage. Mm. Donc à voir éventuellement, bon, elles étaient principalement, pas toutes, mais principalement faites par Philippe. Donc Philippe, tu Oui, verras. moi, il n'y a pas de problème. C'est la question. Alors, nous devons être vigilants, c'est-à-dire que nous devons voir par rapport à Armand Collin, en fait. Il faut leur demander. Bah oui, à l'éditeur, ouais. On va demander à l'éditeur. D'accord. Ça, je sais pas du tout, mais je sais que parfois, ils ne souhaitent pas qu'il y ait des. Enfin, je ne Oui, sais pas ça du se tout quelle comprend. sera la position d'Armand Collin, ça. Alors, j'ai pas d'autres questions, mais s'il y a des personnes qui souhaitent en poser, il reste Oui. encore quelques minutes. Et moi, il me reste 1% de batterie. Donc si vous voyez que Ah, ça coupe, voilà. Moi, je suis dans le noir, mais je suis encore disponible. Ouais, Mm. C'est, moi, on est vous voyez, hein, on est Chacun. dans la précarité de la géographie des animaux. Voilà. Non, non, mais on est dans les timings un peu habituels, donc Ouais. c'est bien, oui. voilà. En tout cas, la conférence est enregistrée, donc ça c'est certain. Il y aura un petit montage, ce sera en ligne dans pas trop longtemps, et ça complète le compte rendu écrit qui est sur la bibliothèque. Donc voilà. Mais si non, non, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va pas retenir les uns et les autres plus longtemps. On va donc vous remercier tous les trois et votre collègue également qui n'a pas pu se rendre disponible. Maud, merci pour la gestion technique de ça
et des distributions de questions. Et puis merci à tous les participants d'avoir suivi ça. Et puis voilà, on reste attentif à vos travaux et puis on vous souhaite bonne continuation et au Merci. plaisir. Je reçois Merci La plein de beaucoup. même. messages dans le chat. Merci beaucoup pour votre travail, très intéressant. Ça donne envie de lire le livre. Donc Ah, bah voilà, allez-y. Voilà, N'hésitez pas. c'est le but, hein. C'est vrai Et, que et puis, ça euh, prend. et puis n'hésitez pas aussi à contacter les clionautes pour vous procurer nos coordonnées si vous voulez nous écrire en direct. Donc, donc voilà, vous pouvez nous un contacter, succès. n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'aborder ces thématiques. Alors, C'était très c'était- pertinent. Oui, on va le lire. Merci pour tout. C'était très intéressant. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous pour Effectivement, vos ça petits fait plaisir. messages. Merci beaucoup, ouais. Merci à Merci vous. vraiment à tous les trois et quatre avec Xavier pour avoir mené cet entretien très intéressant. Et, Et je vous souhaite vraiment de poursuivre ces travaux avec autant de passion que vous nous l'avez montré ce soir. Merci. Eh ben, Merci. on va essayer de continuer à insuffler justement ça et puis à mettre aussi du merveilleux, Oui, euh, du terre à terre et du merveilleux aussi. Voilà. Bonne parfait. soirée, puis Bonne meilleurs soirée à vœux. tous. Ouais, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne Au soirée, au revoir. revoir. Au revoir.